et on y va de façon linéaire. La question qui est posée, c'est comment on infléchit cette situation et toute la question de la soutenabilité. Si on ne fait rien, probablement que la dette va continuer de progresser très vite et de façon très préoccupante. Et comme promis, eh bien, il est l'heure d'ouvrir notre page macroéconomique avec notre invité Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Philippe Wechter. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre l'actualité économique. L'actualité économique, c'est le forum de Sintra, forum où se rencontrent les grands argentiers de la planète. Le discours très attendu, c'était celui du nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, qui en substance nous a dit que l'inflation baissait, que potentiellement il allait rien faire. Est-ce qu'on peut le croire ? Alors, il est clair que le nouveau président de la Fed n'allait pas donner un signal à Sintra. S'il y a un signal à donner, ce sera à Jackson Hole à la fin du mois d'août, cette réunion de la Fed, l'équivalent de Sintra, mais du côté de la Fed, et qui est beaucoup plus ancienne que celle de la BCE. Et à ce moment-là, on aura probablement plus d'éléments. Dans ce qu'il faut retenir de ce forum de Sintra, parce qu'on a eu des propos convergents de Kevin Warsh, de Christine Lagarde, de Bailey de la Banque d'Angleterre, c'est que le Forward Guidance, qui était le grand cadre dans lequel s'inscrivaient les politiques monétaires, est franchement remis en cause. En d'autres termes, le Forward Guidance, c'est dire voilà ce que je vais faire la prochaine fois. C'est ce que faisait notamment Janet Yellen quand elle a remonté ses taux en 2017-2018. Elle prévenait pour que l'impact sur le marché obligataire soit minimum au moment où ça se produirait. Et ça a plutôt bien fonctionné. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le discours de Sintra, quel que soit l'auteur du discours, on sent bien qu'il y a un risque de volatilité beaucoup plus important. On a changé de registre, on a changé de monde. Et donc, les banquiers centraux ne veulent plus être liés à des engagements qu'ils pourraient peut-être ne pas tenir. C'est ça. Et donc, le grand changement pour moi à Sintra, c'est celui-là. C'est d'un seul coup, on ne veut plus être tenu par des engagements qu'on ne pourra peut-être pas tenir. Quand on était dans la période dite de grande modération, tout était stable, c'est facile, d'une certaine manière. Là, c'est plus compliqué, on le voit bien, tout le monde a été surpris par le conflit en Iran, et puis il y aura d'autres choses, et donc les banquiers centraux se disent notre rôle va évoluer, et on ne veut plus être lié à cela. Leur rôle va évoluer. Kevin Warsh l'a dit quasiment mot pour mot à l'issue de sa première réunion à la tête de la Fed. Il a dit que sa mission, c'était plus l'emploi, c'était la lutte contre l'inflation. C'est un orthodoxe, un banquier central orthodoxe. Donc quand il était à la Fed déjà au moment de la crise financière de 2008, il était le plus hawkish, si vous me permettez le mot, sur l'inflation. Tout le monde imaginait que l'inflation allait ralentir. Lui était extrêmement prudent et voulait même être plus rigoureux sur les risques d'inflation. Donc il n'a pas changé de ce point de vue-là. Il n'a pas changé de ce point de vue-là. Alors on comprend que donc le monde est plus instable. En gros, c'est ce que vous dites. C'est pour ça probablement que les forward guidance ne sont plus mentionnés. Il y a également un autre facteur qui pèse beaucoup et qui est de plus en plus redondant dans le discours des banquiers centraux et notamment américains, c'est l'intelligence artificielle. Pour Kevin Hassett, l'intelligence artificielle pourrait être synonyme de hausse de la productivité américaine et donc in fine source de baisse de l'inflation. Vous pouvez nous expliquer ça parce que moi je comprends. Quand la productivité, c'est 1 plus 1, ça fait un peu plus que 2. D'accord. Donc vous gagnez des marges de manœuvre. Ça se traduit par soit des baisses de temps de travail, soit des augmentations de salaire, etc. Donc quand vous avez une productivité qui baisse franchement, la profitabilité des entreprises augmente et donc ces marges de manœuvre augmentent également. Donc la nécessité de jouer sur la hausse des prix est beaucoup plus limitée. Et on constate que quand il y a des gains de productivité importants, l'inflation a tendance à ralentir. L'exemple le plus typique, c'est celui de lorsque l'électricité s'est développée, s'est distribuée partout, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe. On a eu des périodes de déflation parce que
choc était tel que les entreprises avaient des marges de manœuvre suffisantes pour baisser leur prix, etc. Donc c'est cette logique-là. Et c'est l'idée aussi que l'IA va générer des gains de productivité significatifs. Là, la question posée, c'est pas de dire est-ce que ça marchera. Les économistes sont assez persuadés que ça marchera. La question est celle du timing. Est-ce que ça se fera dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent ou est-ce que ce sera plus long? Sur ce plan-là, les économistes considèrent que ce sera probablement un peu plus long que ce qu'on a envie d'imaginer aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce sera effectivement un peu plus long. C'est-à-dire que dans la période d'adaptation, d'utilisation, il y a des ajustements dans toutes les formes. Donc vous avez des ajustements sur l'activité, c'est pas toujours stable. Vous avez des ajustements sur les prix parce que on va avoir des secteurs qui vont être franchement pénalisés. Donc, et puis, in fine, quand effectivement l'IA sera adoptée de façon plus générale, on pourra avoir des gains de productivité. Mais c'est un facteur qui va transformer l'économie de façon spectaculaire, que ce soit sur l'activité, que ce soit sur le marché du travail. Et donc, on ne peut pas imaginer que spontanément, ça va se traduire par une grande période de stabilité. On va avoir une période un petit peu compliquée au départ, avec là aussi des risques d'inflation un petit peu plus forts, parce qu'il y aura des ajustements. Et donc, c'est ça qui va être intéressant à suivre dans les prochaines années. Dans les prochaines, donc l'IA, c'est cet épouvantail à court terme, mais pas à long terme. C'est pas forcément un épouvantail. Ça pose pas mal de problèmes sur l'utilisation des ressources, sur la capacité à satisfaire la demande. On voit bien aux États-Unis, il y a deux choses qui sont intéressantes sur l'IA. C'est le temps nécessaire pour les entreprises, pour les data centers, de se connecter au réseau électrique, parce que c'est un peu compliqué, parce que la demande est forte. On voit bien que depuis 2, 3, 4 ans, l'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis est liée essentiellement, voire uniquement à l'IA. Donc ça change un petit peu la donne. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'intention, et ça c'est plus à moyen terme, l'idée c'est comment faire pour échapper à ces contraintes physiques, que ce soit l'énergie, que ce soit le refroidissement, et donc il y a des tas de projets pour envoyer les data centers dans l'espace. Mais il y a des choses, pour l'instant c'est compliqué, parce que il faudrait des panneaux solaires qui feraient à peu près 4 km² pour capter le soleil, la lumière, après l'énergie. Après, il faudrait des sortes de radiateurs pour rafraîchir les puces qui tourneraient à fond. Donc il y a encore des problèmes techniques, mais c'est dans l'agenda de pas mal d'entreprises, notamment aux États-Unis ou en Chine. Donc ayons ça en tête. Ayons ça en tête. Entre les lignes, vous faites référence très certainement à SpaceX. Au-delà de la valeur, comment est-ce que vous comprenez l'engouement que cette IPO a suscité? Est-ce que pour vous, ça a du sens? Est-ce que on est mis face, tous les arbitrages de portefeuille qui ont été réalisés pour pouvoir participer à cette IPO, est-ce que c'est pas une erreur stratégique de la part de certains gérants? Et comment est-ce qu'on peut comprendre le secteur, où va le secteur de l'intelligence artificielle aux États-Unis, le secteur de la tech aux États-Unis? Est-ce qu'on peut parler de bulle? Il y a certainement une dimension de bulle dans ce qu'on voit aux États-Unis. On voit les valorisations s'accroître parfois de façon spectaculaire. Des boîtes comme Apple ou d'autres qui ont pris en un an 1000 milliards de capitalisation. Est-ce que c'est raisonnable ou pas? Le point quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que très certainement, le cadre qui va se construire demain va reposer sur ces entreprises. Et donc, on a quelque chose d'un peu particulier. On est dans une situation assez particulière. Et donc, on doit prendre ces phénomènes en compte. On ne doit pas dire simplement « oui, c'est une bulle, terminons ». Non, la dernière vraie bulle qu'on a eue, c'était celle de l'économie
de l'autre économie, la nouvelle économie au début des années 2000, mais c'était une bulle sur des perspectives, en disant demain ça va être bien, sur des entreprises qui n'avaient pas de chiffre d'affaires, qui n'avaient pas de bénéfices, mais qui laissaient entendre que ça allait être bien. Là, on est sur quelque chose de très différent. Des boîtes comme Nvidia, comme Apple, comme SpaceX ou d'autres fabriquent des vrais produits et des produits qui vont conditionner l'économie de demain. Donc, on n'est pas dans un cadre habituel de spéculation à tout prix. L'idée, c'est à un moment donné, tous ces éléments vont cranter et permettre effectivement des gains de productivité, des perspectives de gains de productivité très élevées. Et à ce moment-là, ceux qui sont sur ces entreprises auront fait le bon choix. Ok. Concernant l'inflation, est-ce que vous avez vu qu'hier, donc l'inflation en zone euro est enfin redescendue de 2,8%? C'est une bonne nouvelle. Est-ce que certains banquiers centraux ou certains observateurs ont expliqué que c'était une raison suffisante pour que les banques centrales commencent à réfléchir à baisser de nouveau leurs taux? On sait que c'est la géopolitique qui drive tout ça. La géopolitique est plus qu'incertaine en ce moment. Est-ce que c'est pas crier victoire trop tôt finalement? Bah, on voit bien la problématique. En mars, à partir de mars, le prix du pétrole augmente avec le conflit en Iran. Avec l'accord de la mi-juin, il a baissé de façon significative. Et quand vous regardez les contributions au taux d'inflation en zone euro ou en France, on a les mêmes problématiques, c'est l'effet pétrole qui joue. Alors, les banquiers centraux sont attentifs néanmoins parce qu'il peut y avoir des effets de contagion, parce que les entreprises ont été prises de court par ces situations. Il y a eu un certain nombre de pénuries dans certains secteurs, des prix du plastique qui ont augmenté, etc. Donc, prix des engrais. Donc, il est trop tôt pour imaginer une baisse de taux. Et la Banque centrale européenne, par exemple, ne s'est pas engagée dans ce sens-là. Il y avait des attentes pour une deuxième hausse des taux au mois de septembre. On verra à ce moment-là ce qu'il en est exactement. C'était l'élément clé du discours de Christine Lagarde, de dire n'allons pas trop vite parce que effectivement les choses changent. Et pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans une discussion pour dire voilà, on va faire ça au mois de septembre. C'est beaucoup trop tôt. Le forward guidance est un peu passé aujourd'hui. Selon certains observateurs, si on reste sur Christine Lagarde, elle a expliqué que les taux d'intérêt redeviendraient l'outil principal de la Banque centrale européenne, contrairement à avant où on sait bien qu'ils ont joué beaucoup sur la taille du bilan de la Banque centrale. C'est une bonne chose et c'est surtout contraire à ce que l'on sait de Kevin Warsh, qui lui est plutôt monétariste, nous a expliqué qu'il ne lutterait pas contre l'inflation avec les taux directeurs, mais probablement avec la taille du bilan de sa Banque centrale. Les choses ne sont pas exactement les mêmes aux États-Unis et en Europe, donc on ne peut pas dire exactement les stratégies doivent se copier l'une sur l'autre. La BCE avait adopté le quantitative easing bien après la Fed aux États-Unis, donc on ne peut pas faire le lien direct comme ça spontanément. Mais Christine Lagarde et la BCE souhaitent retrouver des marges de manœuvre. La question de la liquidité va se poser, comme elle s'est posée aux États-Unis, on l'a vu très récemment, et la liquidité, elle est en partie drivée par la taille du bilan. Donc, n'allons pas trop vite sur ces points-là. Les banques centrales ont utilisé deux types d'instruments, les taux et la taille du bilan. On est dans une phase où la taille des dettes publiques va continuer d'augmenter, où les besoins vont être importants. On doit imaginer que la Banque centrale restera active sur ce plan-là. Sous quelle forme, on verra avec le temps, mais peut-être que temporairement, elle ne veut pas l'utiliser, mais n'allons pas plus vite que ça. Exactement, au jour le jour, en fait, en réalité, et probablement que c'est plus raisonnable. Une dernière chose, l'OCDE a un plan pour redresser les comptes de la France. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qu'il en est? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous parlez de budget, en fait, c'est pour ça que je rebondis sur cette question. Le déficit budgétaire français va évidemment se creuser.
que peut faire le gouvernement? Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose à 12 mois des élections, un peu moins? Très compliqué. C'est très compliqué, il n'y a rien à faire. Le point qu'on doit avoir en tête, c'est que pour stabiliser la dette, il faut réduire les dépenses. Tout le monde est d'accord ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais personne ne veut le faire. Tout le monde, pas tout le monde, mais non, mais le montant est important. C'est entre 120 et 150 milliards de réduction de dépenses. C'est significatif. Et donc, il faut l'étaler dans le temps. Là, on va avoir un budget en 2027, année électorale. Donc, il y aura forcément au mois de juin ou juillet une loi de finances rectificative avec le nouveau président ou la nouvelle présidente, je ne sais pas, la nouvelle majorité. Et donc, le prochain budget va être relativement neutre, me semble-t-il. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que normalement, au mois de juillet, 4 économistes qui ont été mandatés par Bercy et Matignon pour faire le point sur le budget vont publier un rapport. Et ce rapport doit être au cœur des discussions pour la présidentielle. Lors de la campagne présidentielle. Exactement. Et je pense que ça donnera des guidelines, un cadre pour discuter, pour ne pas raconter n'importe quoi, parce que sur le budget, on a souvent un peu tendance à raconter n'importe quoi, parce que demain, on rase gratis. Exactement, etc. très démagogique. Donc, moi, ce que j'attends sur le budget, c'est ce rapport de 4 économistes plutôt brillants, pour que ça serve de référence à toutes ces discussions qui seront au cœur de l'élection présidentielle et de la campagne présidentielle. Est-ce que vous identifiez un risque politique pour la France l'année prochaine ? Il y a toujours un risque politique. On est dans une économie qui progresse peu, où le pouvoir d'achat est quand même sur une tendance de progression assez limitée. Donc, on sent bien que c'est toujours un petit peu chaud. Alors, est-ce qu'on aura un risque politique fort? On peut pas. Il est difficile de jouer les Madame Irma. On a tous été surpris par les Gilets jaunes il y a quelques années. On est tous surpris par la façon dont les choses remontent. Donc, soyons. La question, c'est pas de se dire il y en aura ou il y en aura pas. Soyons agiles pour pouvoir répondre à ces préoccupations et à ces questions. Après, on verra. On verra bien, exactement. On verra avec le temps. Merci Philippe. Une dernière chose, je reviens sur ce que dit l'OCDE. Je suis désolé, ce n'était pas préparé. Veuillez m'excuser. L'OCDE dit que la dette pourrait atteindre 203% du PIB français à l'horizon 2050. Ça sert à quoi de dire ça? Ça donne un cadre. D'accord, on a besoin de cadre en fait en été. Il ne faut pas simplement se dire la dette publique est élevée aujourd'hui et on fera tout le nécessaire. Ce qu'on voit quand on regarde la dette publique depuis 1975, qui était le point bas, quand on regarde le ratio dette publique sur PIB, c'est que ça fait une ligne droite. Clairement, avec jusqu'en 2025, même jusqu'au premier trimestre 2026, ça fait une ligne droite. Donc, effectivement, si on prolonge... Alors, je n'ai pas prolongé la ligne droite, il faudrait que je regarde. Mais quand vous dites une ligne droite, elle est un peu inclinée, cette... elle est comme ça. C'est-à-dire qu'on était à 20% de ratio dette publique sur PIB en 1975. On est aujourd'hui à 117%. Donc, et on y va de façon linéaire. La question qui est posée, c'est comment on infléchit cette situation et toute la question de la soutenabilité. Si on ne fait rien, probablement que la dette va continuer de progresser très vite et de façon très préoccupante. On n'en est pas là, mais c'est un signal en disant, si on continue comme ça, ce niveau-là peut être atteint. Comment on fait? On tombera entre les mains du FMI avant, probablement. Je ne sais pas. Non, mais si vous regardez le Japon, où la dette publique est plus importante, la Banque centrale joue un rôle majeur. Donc, il se passera d'autres choses. Parce que si la France est à 200%, probablement que d'autres pays auront des situations un peu similaires. Dans les dernières projections du Congressional Budget Office, c'est-à-dire le bureau du budget au Congrès américain, en 2050, l'objectif est à 150% de dette. Donc, tout le monde continue de s'endetter, et ça, c'est une vraie question, parce que
on rase gratis. Donc c'est un petit peu, inquiétant. compliqué. C'est préoccupant, ça traduit le fait que les marges de manœuvre deviennent de plus en plus limitées. Ça traduit une population qui vieillit, ça traduit aussi une incapacité à réagir en cas de choc. Imaginez demain une nouvelle pandémie, ce qu'on ne souhaite pas, mais comment on fait? Comment on appréhende cette situation? On a vu dans tous les pays qu'au moment de la pandémie, la dette publique a augmenté de façon spectaculaire. Comment on fait? Est-ce qu'il est préférable de financer de l'intelligence artificielle ou d'augmenter la dette publique? Nos auditeurs ont 2 heures pour réfléchir, je ramasserai les copies. Écoutez, merci beaucoup. Juste une petite précision, les 4 économistes dont vous parlez sont Xavier Jaravel, Xavier Rago, Natacha Valla et Jean-Luc Tavernier. Absolument. Écoutez, on a hâte effectivement de lire le rapport pour le budget 2027. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Wechter, vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management avec nous régulièrement. Et écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous en prenez. Merci, merci beaucoup, c'est très gentil. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.